Bonjour, je m'appelle Taylor Hawkins. J'ai 35 ans et aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de ma vie. Un parcours semé de blessures, de joies éphémères et de peines profondément gravées dans mon cœur. Je suis assise ici dans une petite maison en bois sur une colline à San Diego, là où mon père a été mis en terre, regardant l'océan Pacifique, scintillant sous le coucher du soleil. Le vent souffle, porteur de l'odeur du sel marin et de souvenirs. Souvenirs d'une enfance inachevée, d'un père qui m'a appris à me relever et de cicatrices que le temps n'a jamais pu effacer. Laissez-moi commencer par le début, par les jours où j'étais un garçon de 5 ans. Quand tout dans mon petit monde a commencé à s'écrouler. Je suis né à San Diego, en Californie, dans une petite maison près du port, où l'odeur du poisson et le son des klaxons des bateaux se mélangeaient comme une mélodie familière. Mon père, Thomas Hawkins, était un homme grand, à la voix chaude et profonde, mais ses yeux portaient toujours une tristesse indescriptible. Il travaillait au port à charger et décharger la marchandise, ses mains calleuses et sa chemise toujours trempée de sueur. Ma mère. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Je sais seulement que son nom était Elisabeth, avec des cheveux blonds dorés et un sourire que je croyais autrefois être mon univers entier. Mais ce sourire a disparu quand j'avais 5 ans. C'était un après-midi pluvieux. J'étais recroquevillé sur le sol, serrant un ours en peluche élimé que ma mère m'avait cousu, écoutant mes parents se disputer dans la pièce voisine. Les cris de ma mère, les tentatives de mon père de garder sa voix ferme, puis le bruit de la porte qui claque. J'ai couru doucement à la fenêtre, regardant à travers la vitre embuée. Ma mère s'éloignait sous la pluie, serrant une valise à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Elle n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je suis resté là, le nez contre la vitre, les larmes coulant sur mon visage, sans comprendre pourquoi. Mon père est entré, m'a pris dans ses bras et a murmuré « C'est juste toi et moi maintenant, Taylor. Mais je te promets que je ne te quitterai jamais. » À partir de ce jour, ma mère a disparu de ma vie. Mon père n'en a jamais parlé et je n'ai pas osé demander. Une fois, j'ai fouillé secrètement dans son tiroir et j'ai trouvé une vieille photo. Dessus, ma mère souriait de toutes ses dents et mon père me tenait, un petit garçon potelé dans ses bras. J'ai caché la photo sous mon oreiller, la regardant chaque nuit, essayant de me souvenir de la chaleur de ma mère. Mais en vieillissant, mes souvenirs d'elle se sont estompés comme un rêve qui se dissout au réveil. Mon père, bien que le cœur brisé, n'a pas laissé le chagrin le vaincre. C'était un homme résilient, croyant toujours que peu importe la rudesse de la vie, il y avait un moyen de s'en sortir. Après le départ de ma mère, il a quitté son emploi au port et a commencé à faire des petits boulots, réparer des voitures, livrer des marchandises, même vendre dans la rue. Il m'emmenait partout, des rues poussiéreuses de San Diego au port lointain. Je me souviens des soirées où nous nous asseyions à l'arrière de son vieux pick-up, mangeant des sandwichs aux poissons frits et regardant le coucher du soleil. Il racontait des histoires sur la mer, sur les navires transportant des marchandises à travers le monde, et son rêve de posséder un jour sa propre entreprise de transport. « Taylor, » disait-il, les yeux brillants, « un jour, nous serons au sommet. Mais il faut te rappeler que rien n'est facile. Il faut se battre. Il faut persévérer. » Mon enfance s'est passée ainsi, sans l'étreinte d'une mère, sans les journées insouciantes dont jouissaient mes camarades. J'ai grandi aux côtés de mon père, lors de longs trajets en camion, au son des vagues de l'océan et de ses grands rêves. J'ai appris à plier mes vêtements à 6 ans, à cuisiner des nouilles instantanées à 7 ans
et à lire des cartes pour guider mon père à 9 ans. Il n'était pas seulement mon père. Il était mon professeur, mon ami et mon monde entier. Mais malgré tous ces efforts, je pouvais toujours sentir un vide dans mon cœur, le vide laissé par une mère qui avait choisi de m'abandonner. Certaines nuits, je m'allongeais sur un vieux matelas dans le petit appartement que nous louions, écoutant mon père soupirer à son bureau. Il s'asseyait là sous la faible lueur d'une lampe jaune, écrivant, calculant, esquissant des plans pour l'avenir. Je savais qu'il faisait tout cela pour moi, pour notre rêve commun, mais je voyais aussi à quel point il était fatigué. Je voyais les rides se former lentement sur son front. Je me suis promis qu'un jour je le rendrais fier, que je l'aiderais à réaliser ce rêve. Quand j'avais 8 ans, mon père a lancé sa première entreprise, une petite société spécialisée dans le transport de marchandises sur courte distance. Il l'a appelée Pacific Wave Shipping, un nom inspiré par les vagues de l'océan Pacifique qu'il aimait. L'entreprise n'avait qu'un seul camion déglingué et une poignée de petits clients, mais mon père travaillait comme si c'était toute sa vie. Je m'asseyais souvent dans son petit bureau, un espace loué à bas prix en banlieue, le regardant passer des appels, négocier et signer des contrats. Chaque fois qu'il souriait, je savais que c'était un pas en avant. « Tu vois ça, Taylor ?» disait-il en me caressant les cheveux. « Chaque contrat est une brique. Je construis une maison pour nous. » Mais la vie n'était pas que des rêves. Je me souviens encore des jours difficiles où mon père devait emprunter de l'argent pour payer ses ouvriers, quand le camion tombait en panne au milieu de la route et qu'il le réparait sous une pluie battante. Une fois, un client majeur a annulé un contrat et j'ai vu mon père assis à table, la tête entre les mains, perdu dans ses pensées. J'ai calmement préparé une tasse de café, quelque chose que j'avais appris d'un voisin, et l'ai posé devant lui. Il m'a regardé et a fait un faible sourire. « Fils, tu es la raison pour laquelle je n'abandonne pas. » Au fil de ces années, j'ai appris de mon père non seulement la persévérance, mais aussi le respect de soi. Il ne mendiait jamais, ne se courbait jamais devant l'adversité. Il m'a appris que peu importe à quel point la vie était cruelle, il fallait garder la tête haute. Mais au fond, je désirais toujours une famille complète. J'imaginais des dîners de famille où tout le monde serait réuni. Une mère qui me serrerait dans ses bras et me dirait qu'elle m'aimait. Ces rêves, je les gardais cachés, n'osant pas les partager avec mon père, sachant qu'il avait déjà fait tout ce qu'il pouvait. Quand j'avais 12 ans, Pacific Wave Shipping a commencé à devenir rentable. Mon père a acheté une petite maison dans la banlieue de San Diego. Pas luxueuse, mais suffisante pour que nous ayons une vraie maison. J'avais ma propre chambre, un nouveau lit, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que les choses allaient peut-être bien. Mon père a commencé à embaucher plus d'employés, à acheter plus de camions, et l'entreprise a lentement grandi. Il disait souvent « Taylor, ce n'est que le début. Un jour, tu verras ce que nous pouvons faire. » Mais juste au moment où je pensais que les choses s'amélioraient, la vie a pris un autre tournant. Un soir, mon père est rentré à la maison avec un sourire étrange. Il m'a appelé dans le salon, disant qu'il avait quelque chose d'important à partager. « Taylor, a-t-il commencé, la voix hésitante. Je me remarie. Je suis resté figé, comme si mon cœur avait été serré à la gorge. Se remarier? Je n'y avais jamais pensé. Dans mon esprit, notre famille n'était que nous deux, et je n'étais pas prêt à partager mon père avec quelqu'un d'autre. Mais en regardant dans ses yeux, j'ai vu un bonheur que je n'avais pas vu depuis le départ de ma mère. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Je suis heureux pour toi, papa. »
Cette nuit-là, je suis resté couché à fixer le plafond, sentant comme si une tempête arrivait. Je ne savais pas qui était cette femme, mais j'avais un mauvais pressentiment. Vanessa, le nom que mon père avait mentionné, était sur le point d'entrer dans nos vies, et je n'aurais jamais imaginé que dès lors, tout changerait à jamais. Quand j'avais 13 ans, le monde d'un jeune garçon est devenu un chaos désordonné. Les hormones, les émotions et les questions sans réponse tourbillonnaient dans ma tête. Mon père, Thomas Hawkins, était désormais un homme prospère. Pacific Wave Shipping, autrefois une petite opération avec un seul camion déglingué, était devenu un nom respecté à San Diego. Mon père possédait une flotte de camions, quelques petits navires et un bureau décent au cœur de la ville. Nous avons déménagé de notre modeste maison de banlieue vers un vaste manoir à La Jolla, où les maisons arboraient des piscines et des jardins surplombant l'océan Pacifique. Je me souviens encore du premier jour où j'ai mis les pieds dans cette nouvelle maison, frappée par les murs blancs immaculés, les sols en bois poli et les grandes fenêtres laissant entrer la lumière dorée du soleil. Mais peu importe la beauté de la maison, elle semblait vide. Elle était trop grande pour nous deux. Et je commençais à me demander quand mon père ramènerait ma belle-mère à la maison. Cette question a bientôt trouvé sa réponse. Vanessa est apparue un week-end après-midi. Mon père m'a appelé dans le salon, la voix pleine d'excitation, contrairement à son comportement habituel calme. J'ai descendu les escaliers, forçant un sourire pour lui faire plaisir. Quand j'ai entré dans la pièce, elle était là. Vanessa. Elle était jeune, probablement seulement 10 à 15 ans de plus que moi, avec des cheveux bruns ondulés, des lèvres rouges vifs et une robe moulante qui accentuait ses courbes parfaites. Elle a souri, mais j'ai immédiatement senti quelque chose d'insincère dans ce sourire. « Fils, voici Vanessa », a présenté mon père, posant légèrement sa main sur son épaule. « Elle va faire partie de notre famille. » J'ai hoché la tête, murmurant une salutation, mais mes yeux sont restés fixés sur elle. Vanessa s'est avancée, se penchant pour croiser mon regard, et a dit d'une voix sucrée « Taylor, j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'espère que nous deviendrons proches. » Ces mots étaient doux comme du miel, mais je pouvais sentir la fausseté dans chacun de ses gestes. J'ai hoché la tête à nouveau, et je me suis excusé pour aller dans ma chambre. Mon père m'a regardé, une pointe de déception dans les yeux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Au fond, une voix murmurait que Vanessa n'avait pas sa place ici. Ils se sont mariés quelques mois plus tard. Le mariage a eu lieu dans un luxueux hôtel en bord de mer, avec des centaines d'invités que je n'avais jamais rencontrés. Je me tenais dans un coin, portant le costume que mon père m'avait acheté, le regardant tenir la main de Vanessa, tous deux rayonnant sous les lustres étincelants. J'ai cherché dans ses yeux une trace des anciens jours où nous mangions des sandwichs au poisson à l'arrière du camion, juste nous deux. Mais il semblait différent, heureux d'une manière que je ne pouvais pas atteindre. Je ne lui en voulais pas. Il méritait d'être aimé. Mais je ne pouvais pas arrêter la solitude croissante dans mon cœur. 1 an plus tard, Vanessa a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Mon père les a nommés Amber et Hayden. Le jour de leur naissance, il m'a appelé à l'hôpital, m'a serré fort dans ses bras et a dit « Tu es un grand frère maintenant, Taylor. J'ai confiance en toi pour prendre soin de tes frères et sœurs. » J'ai regardé à travers la fenêtre de la nurserie les 2 minuscules bébés dans leur berceau, et pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle de chaleur. Peut-être que j'ai pensé que c'était une chance d'avoir une vraie famille. Mais le rêve d'une famille heureuse s'est rapidement estompé. Vanessa, avec sa façade douce devant mon père, a progressivement révélé sa vraie nature.
Elle rivalisait constamment pour son attention, depuis les étreintes spontanées quand il rentrait du travail jusqu'aux dîners élaborés. Je savais qu'elle ne cuisinait pas elle-même. Elle parlait de son entreprise comme si c'était la sienne, proposant des idées que je trouvais absurdes, mais auxquelles mon père acquiesçait avec approbation. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne voulait pas seulement être une épouse. Elle voulait contrôler tout ce que mon père avait construit à partir de rien. Amber, ma demi-sœur, a grandi rapidement et a hérité de la personnalité de sa mère. Même en tant que tout petit, elle savait flatter. Amber s'accrochait à mon père, l'appelant « cher papa » d'une voix sirupeuse, trouvant toujours des moyens de le faire rire avec ses histoires d'enfants. Mais quand c'était juste moi et Amber, elle montrait son arrogance. Une fois, je l'ai vu jeter mon vieux jouet robot à la poubelle, disant qu'il était ringard et ne convenait pas à la maison chic. Je l'ai ramassé, nettoyé et caché dans mon placard. Je n'étais pas en colère contre Amber. Elle n'avait que 4 ans. Mais j'ai commencé à comprendre qu'elle grandirait comme sa mère. Aiden, en revanche, était différent. Il avait des yeux clairs et brillants comme ceux de mon père et une simplicité qui semblait presque déplacée. Aiden ne se souciait pas des jouets coûteux que Vanessa lui achetait. Il préférait s'asseoir avec moi pendant que je racontais des histoires sur les vieux trajets en camion avec papa. Une fois, il s'est faufilé dans ma chambre, portant un bateau jouet en bois qu'il avait assemblé lui-même. « Taylor, est-ce qu'il ressemble au bateau de papa ?» a-t-il demandé, les yeux brillants. J'ai caressé ses cheveux et hoché la tête. « C'est parfait, Aiden. Tu deviendras un grand homme comme papa. » Il a souri, et à ce moment-là, j'ai ressenti un lien entre nous. Aiden était la seule lumière dans une maison de plus en plus froide. Mais même cette lumière ne pouvait dissiper les ténèbres que Vanessa apportait. Elle a commencé à s'immiscer dans les affaires de mon père, suggérant des idées qui, je le savais, nuiraient à Pacific Wave. Une fois, je l'ai entendu lui dire de s'étendre dans l'immobilier et d'abandonner le transport maritime, la chose même qu'il avait passé sa vie à construire. Mon père s'est contenté de rire, de lui caresser les cheveux et de dire « Vanessa, tu ne comprends pas cette industrie, mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. » Je suis resté derrière la porte, serrant les poings, jurant de protéger mon père et tout ce qu'il avait construit. Ma relation avec Vanessa est devenue de plus en plus tendue. Elle a commencé à me critiquer, de la façon dont je m'habillais à la façon dont je parlais à mon père. « Taylor, tu devrais apprendre à être plus raffiné, » disait-elle. Sa voix était douce, mais ses yeux étaient de glace. Je hochais la tête sans répondre, mais à l'intérieur, une colère sourde couvait. Je savais qu'elle ne m'aimait pas, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'étais le fils de mon père, l'héritier naturel de Pacific Wave et de tout ce qu'elle convoitait. Mon père, malgré son emploi du temps chargé, prenait toujours du temps pour moi. Lors de rares soirées où Vanessa et les jumeaux dormaient, il m'appelait dans le jardin où il avait installé un banc surplombant l'océan. Nous nous asseyions là à boire du café, une habitude que j'avais prise de lui, et parlions de l'avenir. « Taylor, » disait-il, regardant au loin, « un jour tu reprendras Pacific Wave. Je sais que tu feras mieux que moi jamais. » Je le regardais, le cœur gonflé de fierté, mais alourdi par l'inquiétude. Je voulais lui parler de Vanessa, de mon malaise, mais je ne voulais pas briser son bonheur. J'ai juste hoché la tête, me promettant de ne jamais laisser personne lui faire de mal. Ces années-là, j'ai vécu dans une maison pleine de confort, mais manquant de la chaleur familiale. Vanessa et Amber étaient des épines dans mon pied, tandis qu'Aiden était la seule raison pour laquelle je n'avais pas perdu espoir d'une vraie famille. Mais au fond,
Je savais que la tempête que j'avais ressentie la nuit où mon père m'avait parlé de Vanessa approchait. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'elle emporte tout, laissant des blessures que le temps ne pourrait jamais guérir. Quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de quitter la maison de la Jolla, de quitter San Diego, de quitter cette cage dorée que Vanessa avait transformée en champ de bataille silencieux. Je ne supportais plus ses regards froids et perçants, ses mots doux calculés, ni la façon dont Amber mimait sa mère, me regardant comme si j'étais un étranger dans ma propre maison paternelle. Seul Hayden, le garçon de 5 ans au sourire pur, me faisait hésiter chaque fois que je pensais à partir, sans regarder en arrière. Mais je savais que si je restais, je serais entraîné dans un vortex de tromperie et de cupidité. J'avais besoin de partir pour me trouver, pour prouver que je pouvais me tenir debout tout seul, sans dépendre de l'ombre imposante de mon père. J'ai postulé à l'université de Stanford, à des centaines de kilomètres de San Diego. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation, j'ai couru dans le jardin où mon père et moi avions l'habitude de nous asseoir à boire du café et à regarder l'océan. Il était là sur le banc familier, les yeux empreints de tristesse, mais s'éclairant en me voyant. « Fils, je savais que tu y arriverais, » dit-il en posant une main sur mon épaule. « Mais promets-moi, où que tu ailles, tu reviendras. Pacific Wave est à toi, Taylor. » J'ai hoché la tête, retenant l'émotion, n'osant pas lui dire que j'avais peur de revenir pour retrouver Vanessa dans ses complots. Le jour de mon départ, Hayden a couru après moi jusqu'à la grille. Il m'a serré fort dans ses bras, les yeux rouges et larmoyants. « Taylor, tu viendras me rendre visite ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. Je me suis agenouillé, lui ai caressé les cheveux et lui ai glissé dans la main une petite maquette de bateau en bois que j'avais faite. Une réplique miniature des navires de Pacific Wave. Je promets, Hayden. Garde ceci pour te souvenir que je suis toujours avec toi. Il a hoché la tête, serrant fort le cadeau, et je suis monté dans la voiture, me forçant à ne pas regarder en arrière pour que les larmes ne coulent pas. Stanford était un monde différent. Les vastes amphithéâtres, les professeurs passionnés et les étudiants talentueux du monde entier me faisaient me sentir petit, mais aussi plein d'ambition. J'ai choisi d'étudier l'administration des affaires, non seulement pour perpétuer l'héritage de mon père, mais aussi pour comprendre comment gérer une entreprise, comment protéger un empire comme Pacific Wave de la cupidité, tant interne qu'externe. Je me suis plongé dans mes études, travaillant à temps partiel et rejoignant des clubs d'entrepreneuriat. Les nuits blanches à la bibliothèque, les débats animés avec mes amis et les échecs dans les projets de groupe m'ont formé. Je n'étais plus le garçon qui suivait simplement son père dans les trajets en camion. Je devenais un homme avec mes propres rêves et ambitions. Mais même loin, je ne pouvais pas complètement couper les liens avec ma famille. J'appelais mon père chaque semaine, l'écoutant parler de Pacific Wave, de nouveaux contrats, de nouveaux navires, et d'Hayden, qui grandissait avec un amour pour la mer comme son père. Il mentionnait rarement Vanessa ou Amber, et je ne demandais pas. Une fois, Hayden m'a appelé avec enthousiasme, décrivant comment papa l'avait laissé monter à bord d'un vrai navire pendant ses vacances d'été. « Taylor, je me tenais à la proue et j'avais l'impression que le monde entier m'appartenait, » a-t-il dit. Et j'ai souri, l'imaginant là, les cheveux fouettés par la brise marine. Mais j'ai aussi entendu la solitude dans sa voix. Il a dit « Vanessa devenait plus stricte et Amber était toujours exigeante. Je veux juste être avec toi et papa, » a-t-il murmuré, et mon cœur s'est serré. Après 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai décidé de poursuivre un master toujours à Stanford pour approfondir mes connaissances en gestion financière
et stratégie d'entreprise. Pendant ces années, j'ai vécu dans un petit appartement, survivant grâce à des bourses et des revenus de mes petits boulots. Je n'ai pas demandé un centime à mon père, non pas par fierté, mais parce que je voulais prouver que je pouvais me débrouiller tout seul. Pourtant, chaque fois que je recevais une lettre de lui, des notes manuscrites envoyées par la poste, mon cœur se réchauffait. Il écrivait sur Pacific Wave ses plans d'expansion et terminait toujours par la même phrase. « Je suis fier de toi, Taylor. N'oublie pas le chemin du retour. » À 26 ans, après avoir terminé mon master, j'ai décidé de retourner à San Diego. Pas parce que la maison de la Jolla me manquait, mais parce que mon père me manquait, Hayden me manquait, et j'ai senti qu'il était temps de faire face à ce que je fuyais. Pacific Wave était désormais une entreprise majeure, avec des dizaines de navires, des centaines d'employés et des bureaux à Los Angeles et à Seattle. Mon père m'a rencontré à l'aéroport, m'a serré fort dans ses bras et a dit « Fils, il est temps que tu te tiens à mes côtés. » J'ai regardé dans ses yeux, remarquant des rides plus profondes et des cheveux grisonnants, mais son regard brûlait encore de la même flamme. J'ai hoché la tête, déterminé à ne pas le décevoir. Il m'a fait entrer chez Pacific Wave en tant que chef de projet. J'ai rapidement fait mes preuves, négociant des contrats, optimisant les itinéraires de navigation et proposant des innovations qui ont fait économiser des millions à l'entreprise. Les collègues plus âgés doutaient d'abord de moi, pensant que j'étais juste un enfant gâté poussé par mon père. Mais j'ai travaillé jour et nuit, lisant chaque rapport, inspectant chaque conteneur, et j'ai progressivement gagné leur respect. Mon père m'a regardé et a souri. « Tu es vraiment mon fils. » Mais de retour dans la maison de la Jolla, c'était toujours une partie d'échecs silencieuse. Vanessa, maintenant une femme d'une trentaine d'années, conservait encore son apparence juvénile, mais ses yeux étaient devenus de plus en plus vifs. Elle m'a salué avec des mots doux, mais j'ai pu voir la tension dans son sourire. Amber, maintenant 14 ans, était devenue une adolescente délurée, toujours vêtue de vêtements coûteux et parlant de luxe. Elle me regardait avec un mélange d'envie et de dédain, comme si j'étais une menace à sa place dans la famille. Amber ne m'importait pas, mais Vanessa était différente. Elle a commencé à se présenter à l'entreprise, à assister aux réunions en tant que consultante pour mon père, bien que je savais qu'elle ne comprenait rien au transport maritime. Chaque fois qu'elle donnait son avis, je devais me retenir de la rabrouer immédiatement. Hayden, également 14 ans maintenant, était mon seul réconfort. Il est resté sans prétention, toujours impatient de courir dans le jardin pour entendre mes histoires sur Stanford ou les navires de Pacific Wave. Une fois, il m'a montré un dessin qu'il avait fait, un navire sur l'océan avec mon père et moi debout à la proue. « Je veux travailler avec toi et papa un jour », a-t-il dit, et je l'ai serré dans mes bras, mon cœur gonflé d'amour, mais teinté d'inquiétude. Je savais que Vanessa et Amber voyaient Hayden comme un pion dans leur plan, et j'avais peur qu'il soit blessé. Ma relation avec Vanessa est devenue de plus en plus tendue. Elle a commencé à suggérer à mon père que je devrais me reposer après mes années d'études intenses, que je n'étais pas prêt pour des rôles majeurs dans l'entreprise. Je l'ai entendu par un collègue et ma colère a éclaté. J'ai confronté mon père, disant sans détour « Papa, je n'ai pas besoin que Vanessa se mêle de mon travail. » Il m'a regardé. « Taylor, elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Essayez de vous entendre. » Ces mots m'ont blessée. Je savais qu'il aimait Vanessa, mais je savais aussi qu'elle le manipulait pas à pas. À cette époque, je vivais avec deux objectifs: protéger l'héritage de mon père et protéger Hayden. Je savais que la route serait longue, que Vanessa et Amber n'arrêteraient pas. Mais je ne m'attendais pas
à ce que, quelques années plus tard, tout s'écroule de la manière la plus cruelle possible. Les 2 années suivantes se sont écoulées, et à 28 ans, j'ai vu Pacific Wave Shipping s'envoler vers de nouveaux sommets. De la petite entreprise que mon père, Thomas Hawkins, avait lancée avec un seul camion déglingué. Nous avions maintenant des dizaines de navires, des bureaux à Los Angeles, Seattle et une nouvelle succursale à Houston. J'ai travaillé sans relâche, non seulement pour prouver ma valeur, mais aussi pour tenir ma promesse à mon père, pour porter Pacific Wave aux hauteurs dont il avait rêvé. Mais à chaque pas en avant, je sentais l'ombre de Vanessa et Amber, silencieuses mais calculatrices, s'infiltrer dans chaque recoin de ma vie. Vanessa était désormais une présence fréquente à l'entreprise, toujours avec un sourire radieux et des robes coûteuses. Elle se disait conseillère de mon père, bien que je savais qu'elle n'avait aucune compréhension du transport maritime ou de la logistique. Pendant les réunions, elle s'asseyait à côté de lui, hochant la tête à ses paroles et intervenant occasionnellement avec des commentaires qui semblaient raisonnables, mais étaient de vaines platitudes. « Thomas, tu devrais envisager de t'étendre sur le marché asiatique, » disait-elle gentiment, ses yeux me jetant un regard pour évaluer ma réaction. Je restais silencieux, prenant des notes, mais à l'intérieur, une colère sourde couvait. Mon père, comme d'habitude, souriait et hochait la tête. « Merci Vanessa, j'y penserai. » Je savais qu'il ne l'écoutait pas vraiment, mais sa présence dans l'entreprise me dérangeait. C'était un rappel constant qu'elle ne voulait pas seulement jouer le rôle d'une belle épouse. Elle voulait une part du pouvoir de Pacific Wave. Amber, maintenant 16 ans, montrait ses vraies couleurs. Elle était devenue une adolescente délurée, exhibant les cadeaux luxueux que Vanessa lui prodiguait. Sacs de créateurs, chaussures coûteuses et vacances à Hawaï ou aux Maldives. Amber venait à l'entreprise, non pas pour apprendre, mais pour se montrer. Une fois, elle s'est promenée dans mon bureau dans une robe scintillante et a dit avec suffisance « Taylor, je pense que je travaillerai ici après mon diplôme. C'est une entreprise familiale après tout, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée, gardant mon calme, et j'ai répondu « Amber, si tu veux travailler ici, tu devras apprendre et faire tes preuves comme tout le monde. » Elle a souri et s'en est allée, mais ses yeux disaient tout. Elle ne me voyait pas comme un frère, mais comme un rival. Hayden, en revanche, est resté la lumière de ma vie. À 16 ans, il était grand, avec un sourire simple et des yeux clairs comme ceux de notre père. Il se souciait peu de l'extravagance dont Vanessa et Amber se délectaient. Il préférait passer du temps sur les quais à écouter les marins raconter des histoires de voyages en mer ou à s'asseoir avec moi au bureau en demandant comment gérer un navire. « Taylor, je veux être capitaine de navire un jour comme papa, » a-t-il dit, les yeux brillants. J'ai souri, lui caressant les cheveux. « Tu y arriveras, Hayden. Mais étudie bien d'abord. » Je savais qu'Hayden avait les qualités de notre père. Persévérance, passion et un cœur sincère. J'ai juré de le protéger, d'empêcher Vanessa et Amber de lui faire du mal. Mais j'ai commencé à remarquer les complots discrets de Vanessa. J'ai prêté plus d'attention à ses actions. Elle rencontrait fréquemment des avocats que mon père ne connaissait pas. Elle mentionnait aussi sans cesse qu'il devrait réorganiser ses actifs pour sécuriser un avenir pour Amber et Hayden. Je savais qu'elle avait peur. Peur que moi, son fils aîné, ne soit favorisé. Et elle ne se trompait pas. Un soir, alors que nous étions seuls tous les deux dans le jardin sous le clair de lune argentée, contemplant l'océan, mon père m'a pris la main, la voix basse et sérieuse. « Taylor, j'y ai beaucoup réfléchi. Pacific Wave,
Tout ce que j'ai construit sera à toi. Je te fais confiance pour le diviser équitablement, non seulement pour Aiden, mais aussi pour Amber et Vanessa. Je crois en ton cœur et en ton esprit. Tu prendras de meilleures décisions que je ne pourrais jamais le faire. Je l'ai regardé, submergé, ne sachant que dire. Sa promesse était un lourd fardeau, mais aussi la plus grande fierté de ma vie. J'ai hoché la tête, jurant de ne pas le décevoir. Ces années, j'ai vécu une guerre silencieuse. Vanessa et Amber étaient d'un côté avec leurs faux sourires et leurs agendas secrets. J'étais de l'autre, déterminé à protéger Pacific Wave et Aiden. Mon père, pris entre deux feux, nous aimait tous à sa manière, mais je savais qu'il ne voyait pas les ténèbres qui grandissaient au sein de son propre foyer. J'espérais seulement pouvoir tout maintenir intact avant que la tempête que j'avais toujours sentie ne frappe enfin. À 34 ans, Pacific Wave Shipping était devenu une icône de l'industrie maritime. Je dirigeais l'entreprise de tout mon cœur, non seulement parce que c'était l'héritage de mon père, mais parce que c'était le témoignage des années de sueur et de larmes qu'il y avait investies. Mon père, maintenant dans la soixantaine, venait encore au bureau chaque jour malgré mes encouragements à se reposer. Il s'asseyait à son bureau, regardant par la fenêtre vers la mer, racontant des histoires des débuts quand il a lancé l'entreprise. « Taylor, disait-il, les yeux brillants comme autrefois, tu as fait plus que je n'en avais jamais rêvé. » Ces mots alimentaient ma détermination, mais ils me pesaient aussi, sachant que Vanessa et Amber attendaient que je fasse une erreur. Un matin d'octobre, alors que j'étais au bureau en train de réviser un nouveau contrat avec un partenaire japonais, mon téléphone a sonné. La voix tremblante de la secrétaire de mon père est venue à travers. « Taylor, vous devez venir à l'hôpital maintenant. Monsieur Tomit a eu une crise cardiaque. » J'ai lâché mon stylo. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis précipité dehors, conduisant comme un fou dans les rues encombrées de San Diego. Mon esprit était vide, à l'exception des images de mon père, l'homme indomptable qui m'avait tout appris. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Vanessa et Amber étaient déjà là dans le couloir, les yeux rouges. Aiden, qui étudiait maintenant à Berkeley, n'était pas encore arrivé. Je me suis précipité vers les urgences, mais un médecin m'a arrêté. « Monsieur Hawkins, dit-il, la voix lourde de chagrin, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre père, il est parti. » Je suis resté figé, sentant le monde s'écrouler autour de moi. Mon père, l'homme qui m'avait tenu quand ma mère était partie, qui m'avait appris à me relever après chaque chute, était parti. Je suis entré dans la pièce, le voyant allongé là, son visage paisible mais froid. J'ai pris sa main, les larmes coulant sans contrôle. « Papa », ai-je murmuré. Je suis désolé de ne pas avoir pu en faire plus. Vanessa est entrée en m'étreignant, mais j'ai senti la fausseté dans son étreinte. Amber se tenait derrière, sanglotant, mais ses yeux me jetaient un regard comme si elle calculait quelque chose. Je m'en fichais. À ce moment-là, je voulais seulement qu'Aiden soit là pour partager cette douleur. Les funérailles de mon père ont eu lieu solennellement dans une grande église du centre-ville de San Diego. Des centaines de personnes étaient en présentes, des employés de Pacific Wave, des partenaires commerciaux et de vieux amis de séjour sur les quais. Vanessa et Amber se tenaient devant, vêtues de robes noires élégantes, acceptant les condoléances avec des expressions parfaitement navrées. Je me tenais à leur côté, essayant de rester composé, mais une tempête faisait rage en moi. Aiden est venu de Berkeley, m'a serré fort dans ses bras dès qu'il est descendu de l'avion. « Taylor », a-t-il dit, la voix brisée. « Je n'arrive pas à croire que papa soit parti.
Je l'ai tenu, ressentant le poids partagé de notre perte. Nous nous tenions là, deux frères comme des piliers, se soutenant mutuellement contre une vague déferlante. Mon père a été mis en terre sur une petite colline familiale, un endroit qu'il visitait souvent pour trouver du réconfort. La colline surplombait l'océan Pacifique avec de grands pins et la brise salée de la mer. Je me souvenais des fois où il m'emmenait ici, pointant du doigt la mer et disant « Taylor, l'océan nous apprend que chaque vague passe, mais il faut être fort pour y faire face. » Maintenant, il reposait là sous une pierre gravée de Thomas Hawkins, homme de la mer. Je me tenais devant sa tombe, déposant un bouquet de fleurs blanches et lui promettant de protéger tout ce qu'il avait laissé derrière. Une semaine après les funérailles, l'avocat de mon père, David Carter, a convoqué la famille dans son bureau pour lire le testament. Nous nous sommes assis dans une petite pièce, l'air lourd comme du plomb. Vanessa, dans une robe noire discrète, était assise droite, les mains serrées. Amber, à côté de sa mère, avait les yeux rouges, mais une lueur d'anticipation. Hayden était assis à côté de moi, serrant la maquette de bateau en bois que je lui avais donnée il y a des années. Maître Carter a ouvert le dossier, la voix ferme. Selon le testament de M. Thomas Hawkins, tous les actifs, y compris les actions de Pacific Wave Shipping et les biens personnels, doivent être transférés à son fils aîné, Taylor Hawkins. M. Thomas a également laissé un petit fonds fiduciaire pour Amber et Hayden, mais la gestion et la distribution des actifs seront entièrement à la discrétion de Taylor. La pièce tomba dans le silence. J'ai senti le regard de Vanessa comme un poignard me transpercer. Elle a souri, mais c'était rigide, masquant la jalousie et la colère. « Félicitations, Taylor, » dit-elle, la voix douce mais tremblante. « Thomas doit être si fier de toi. » Amber, à côté d'elle, se mordait la lèvre, les yeux fixés au sol, clairement déçue. Je savais qu'elle avait rêvé d'une grande part de l'héritage, de la vie somptueuse qu'elle et sa mère avaient replanifiée. Hayden m'a serré la main, murmurant « Je n'ai besoin de rien. Je veux juste me souvenir de papa. » Ces mots m'ont touché le cœur. Hayden, comme moi et notre père, se souciait peu de l'argent ou du pouvoir. Il voulait seulement conserver les souvenirs de l'homme qui nous avait appris à aimer la mer. Après la lecture du testament, je me suis senti épuisé. Je ne pouvais pas rester dans la maison de la Gioia où Vanessa et Amber continuaient leurs agissements. J'ai décidé de déménager dans la petite maison en bois sur la colline où mon père était enterré. La maison était simple, avec seulement quelques pièces et un balcon surplombant la mer, mais elle me procurait la paix dont j'avais besoin. Je visitais la tombe de mon père quotidiennement, nettoyant la pierre tombale, plaçant des fleurs fraîches et lui racontant Pacific Wave, Hayden et mes efforts pour tenir ma promesse. Je dirigeais l'entreprise à distance en utilisant mon ordinateur portable et mon téléphone, ne me rendant au bureau que pour les réunions du conseil d'administration. Les employés de Pacific Wave me soutenaient, mais je savais que Vanessa et Amber attendaient une faux pas, une chance de renverser la vapeur. Les jours qui ont suivi la mort de mon père, j'ai vécu comme une ombre, déchiré entre mes responsabilités chez Pacific Wave et le chagrin de l'avoir perdu. La colline est devenue mon sanctuaire, où je pouvais entendre les vagues de l'océan et sentir la présence de mon père. Mais celui qui m'a empêché de m'effondrer était Hayden. Il était dans sa dernière année à Berkeley. Pourtant, malgré son emploi du temps chargé, il trouvait le temps de voler à San Diego chaque mois, apportant un bouquet de fleurs à déposer sur la tombe de notre père et des histoires à partager avec moi. Un après-midi, Hayden est arrivé à la maison en bois, portant un sac d'hamburgers du vieux dîner où notre père nous emmenait. Nous nous sommes assis sur le balcon, mangeant
et regardant la mer. « Taylor, » dit Hayden, la voix basse. « Papa me manque. Il me manque les fois où il parlait des navires, de la façon dont il a construit Pacific Wave à partir de rien. » J'ai hoché la tête, une boule dans la gorge. « Il me manque aussi, Hayden. Mais il voudrait que nous continuions, que nous soyons forts. » Hayden m'a regardé, les yeux brillants mais teintés de tristesse. « Taylor, je ne veux pas te concurrencer. Je veux juste que nous soyons frères comme papa l'aurait voulu. » Ces paroles m'ont profondément ému. Je lui ai raconté les jours où papa et moi parcourions San Diego dans ce vieux pick-up. Comment papa m'avait appris à ne jamais abandonner. Hayden écoutait, parfois souriant, parfois essuyant ses larmes. Nous avons parlé de ses rêves. Il voulait devenir ingénieur maritime pour concevoir des navires aussi puissants que ceux de Pacific Wave. « Taylor, » dit-il, « je ne suis pas sûr de pouvoir être comme papa, mais je veux essayer. » J'ai pris sa main et j'ai promis. « Hayden, quand tu obtiendras ton diplôme, je te soutiendrai pleinement. Que tu veuilles créer ta propre entreprise, travailler chez Pacific Wave ou aller n'importe où ailleurs, je te soutiendrai toujours. J'ai également partagé mes propres intentions. Quand tu auras 30 ans, dis-je, regardant la mer, je partagerai l'héritage de papa avec toi. Je crois que tu le mérites, Hayden. Tu as le cœur de papa. » Hayden a secoué la tête, la voix ferme. « Je n'ai pas besoin de l'héritage. » Mais je savais au fond de mon cœur que c'était la bonne chose à faire. Hayden n'était pas seulement mon frère, il était le seul à comprendre vraiment la valeur de ce que notre père avait laissé derrière lui. Nous nous sommes assis là, sous le coucher du soleil, partageant notre chagrin et nos souvenirs de papa. Dans les mois qui ont suivi, Hayden est retourné à Berkeley pour finir sa dernière année. Nous sommes restés en contact par téléphone, et chaque fois qu'il appelait, je sentais la force qu'il me donnait. Hayden était la raison pour laquelle je devais continuer, ne pas laisser le chagrin me consumer. J'ai dirigé Pacific Wave depuis la maison en bois, préservant l'héritage de mon père. Mais dans mon cœur, je savais que les défis n'étaient pas terminés. Vanessa et Amber, bien que silencieuses après la lecture du testament, restaient une menace latente. Et je ne m'attendais jamais à ce que, quelques mois plus tard, une autre tragédie frappe, déchirant ce qui restait de notre famille. Les mois après la mort de mon père se sont écoulés dans un rythme tranquille. Chaque matin, je me promenais jusqu'à sa tombe, sur la colline, plaçais une fleur blanche sur la pierre et lui murmurais des nouvelles de Pacific Wave, d'Hayden et de mes efforts pour tenir ma promesse. La petite maison en bois sur la colline est devenue mon refuge, où je pouvais entendre les vagues de l'océan et sentir la paix que mon père trouvait ici autrefois. Puis est venu mon 35e anniversaire. Je n'avais pas pris l'habitude de fêter les anniversaires, surtout après le décès de mon père. Pour moi, ce n'était qu'un jour de plus, une occasion de m'asseoir sur le balcon de la maison en bois, siroter du café et regarder la mer. Mais ce matin-là, en revenant de sa tombe, j'ai trouvé un petit paquet à ma porte. Il était soigneusement emballé dans du papier argenté chatoyant, sans nom d'expéditeur. Seulement une petite carte qui disait « Joyeux anniversaire, Taylor ». J'ai froncé les sourcils, ramassant la boîte, notant son poids considérable. Un sentiment de malaise s'est installé, mais je me suis dit que ce pourrait juste être un cadeau d'un partenaire ou d'un employé de Pacific Wave. J'ai ouvert la boîte, révélant une montre Rolex, une Submariner en or blanc brillante au soleil. Elle était belle, coûteuse et complètement différente de ce que j'aurais acheté pour moi-même. Je l'ai tenue, l'admirant, mais mon cœur était lourd.
J'avais déjà un objet de souvenir bien plus précieux, la vieille Seiko de mon père, une simple montre qu'il portait tout au long de ses années d'entrepreneuriat. Cette Rolex, bien que luxueuse, ne signifiait rien pour moi. Mes pensées se sont tournées vers Hayden. Il était dans sa dernière année à Berkeley, travaillant dur pour obtenir son diplôme avec mention. Un cadeau comme celui-ci pourrait être un coup de pouce pour lui, une façon de lui montrer que je croyais en son avenir. J'ai réemballé la Rolex et j'ai écrit une courte note. Hayden, ce cadeau est pour t'encourager. Je suis fier de toi, Taylor. Je l'ai envoyé par livraison express à son dortoir à Berkeley, avec une boîte de cookies de notre dîner préféré. Puis je suis retourné au travail, ne pensant plus grand-chose au cadeau. Je voulais juste qu'Hayden sache que, malgré les centaines de kilomètres qui nous séparaient, j'étais toujours là pour lui. Le lendemain, alors que j'étais assis à mon bureau dans la maison en bois, en train de réviser des rapports financiers, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, surpris de voir Vanessa et Amber debout là. Vanessa portait une robe élégante, mais son visage était tendu, dépourvu de son habituel sourire faux. Amber se tenait derrière, ses yeux scrutant la maison en bois avec dédain. « Taylor », dit Vanessa, sa voix s'efforçant de paraître amicale. « Nous voulions te rendre visite. Ça fait un moment, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les invitant à entrer, bien que la suspicion me rongeait. Elles n'étaient pas venues ici depuis que j'avais quitté la maison de la Jola. Nous nous sommes assis dans le petit salon, et Vanessa a commencé à poser des questions sur le travail, sur Pacific Wave, d'un ton sondeur que je reconnaissais. « Comment vas-tu, Taylor ? Gérer l'entreprise d'ici ne doit pas être facile, » dit-elle, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Amber, à côté d'elle, tripotait son téléphone, mais jetait occasionnellement un regard à sa mère. La conversation est restée superficielle jusqu'à ce que Vanessa demande soudainement « Au fait, as-tu reçu quelque chose de spécial pour ton anniversaire ?» Sa voix était légère, mais il y avait une urgence, comme si la question était la vraie raison de leur visite. J'ai froncé les sourcils, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. « Oui, une montre Rolex », ai-je répondu, observant leur réaction. « Elle est jolie, mais ce n'est pas mon style. Je l'ai envoyée à Hayden pour encourager ses études. » En un instant, le visage de Vanessa est devenu livide, comme si le sang avait quitté son corps. Elle a poussé un cri aigu et paniqué qui m'a surpris. « Quoi ? Tu l'as envoyé à Hayden ? Es-tu fou, Taylor ?» Elle s'est levée d'un bond, les mains tremblantes, les yeux écarquillés d'horreur. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ne l'as-tu pas gardé ?» Sa voix craquait, un mélange de fureur et de désespoir, comme si j'avais commis un péché impardonnable. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Vanessa réagissait si violemment. Amber, assise à côté d'elle, a levé les yeux, le visage cendreux. « Maman, tu as dit, » a-t-elle balbutié, mais Vanessa s'est retournée en criant « Tais-toi, Amber, ne dis rien !» Elle s'est précipitée dans le coin de la pièce, fouillant dans son sac à main, sortant son téléphone et composant frénétiquement. « Hayden ! Hayden ! Réponds !» a-t-elle crié dans le téléphone, mais il n'y a pas eu de réponse. Elle a appelé encore, 1, 2, 3 fois, sa voix devenant de plus en plus tremblante. Pourquoi ne répond-il pas ? « Taylor, tu as fait quelque chose de terrible. » Elle s'est tournée vers moi, pointant du doigt, les yeux injectés de sang. « C'est ta faute. S'il arrive quelque chose à Hayden, je ne te pardonnerai jamais. » Mon cœur battait la chamade. Une terrible prémonition montait. « Ah, Vanessa, de quoi parles-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas avec la montre ?» ai-je demandé, luttant pour rester calme.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la télévision du salon, qui diffusait les nouvelles, a basculé sur un bulletin urgent. L'animateur, la voix tremblante, a annoncé « Une explosion vient de se produire à l'université de Berkeley, dans la zone des dortoirs universitaires. 3 étudiants ont été confirmés morts. La police enquête sur la cause. » Je me suis figé. Mon sang s'est transformé en glace. Vanessa a poussé un autre cri. Son téléphone est tombé par terre, se brisant. Amber s'est agrippée, le visage en larmes, son corps tremblant comme si elle allait s'effondrer. J'ai couru vers la télévision, en augmentant le volume, espérant que j'avais mal entendu. Mais le nom d'Aiden est apparu à l'écran, aux côtés d'une photo de lui, souriant de toutes ses dents, lors de son premier jour à Berkeley. « Aiden », ai-je murmuré, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Je me suis tourné vers Vanessa, la voyant affalée sur une chaise, le visage blanc, marmonnant. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Amber s'est agrippée à sa mère, pleurant, mais ses yeux évitaient les miens. J'ai serré les poings, luttant pour contenir la rage et la douleur qui déchiraient ma poitrine. « Vanessa », ai-je dit entre mes dents, « que sais-tu de tout ça ?» Elle a secoué la tête, mais la panique dans ses yeux m'a tout dit. Il y avait un secret, une vérité horrible cachée derrière ce cadeau d'anniversaire. Si tu es derrière tout ça, je te ferai payer toi et ta fille, ai-je dit fermement, attrapant mes clés de voiture. Je me suis précipité dehors, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé vers Berkeley, sachant qu'il était déjà trop tard. Sur le chemin, j'ai appelé la police, les amis d'Aiden, quiconque pouvait m'offrir une étincelle d'espoir. Mais quand je suis arrivé sur les lieux, je n'ai trouvé que la dévastation. Le dortoir partiellement détruit, de la fumée s'élevait encore, et la police bouclait la zone. Un officier a confirmé qu'Aiden était l'une des 3 victimes. Le cadeau que j'avais envoyé, la Rolex, avait explosé quand il l'avait ouverte. Je me suis effondré, les larmes coulant, sentant comme si le monde s'était écroulé. Aiden, le garçon au sourire pur, mon seul frère que j'aimais, était parti, et je ne pouvais rien faire pour le sauver. La police m'a informé que les victimes avaient été transportées à l'hôpital Alta-Bates, à environ 3 miles de là. Je me suis ressaisi et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, mon esprit s'emballant. J'ai appelé le meilleur ami d'Aiden, un étudiant nommé Jake, espérant qu'il savait quelque chose, n'importe quoi, pour me donner quelque chose à quoi m'accrocher. Mais Jake n'a fait que sangloter au téléphone, la voix brisée. « Taylor, nous étions dans le dortoir quand nous avons entendu une forte explosion. Aiden, il venait de recevoir un colis. » J'ai raccroché, incapable d'en entendre plus. Mais l'image d'Aiden ouvrant le cadeau, son sourire radieux en voyant la Rolex, me hantait, déchirant mon cœur morceau par morceau. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis précipité dans la salle d'urgence, poussant à travers une foule de policiers et de personnel médical. Un officier m'a arrêté, me demandant qui j'étais. Après avoir appris que j'étais le frère de la victime, ils m'ont autorisé à entrer. Un médecin s'est approché, les yeux remplis de compassion. « Monsieur Hawkins, je suis tellement désolé. Il n'y avait rien de plus que nous puissions faire. » Il m'a conduit dans une pièce froide, où le corps d'Aiden gisait sous un drap blanc. J'ai soulevé le drap et mon cœur a semblé s'arrêter. Son visage, autrefois brillant d'excitation en parlant de navire, était maintenant carbonisé et défiguré, presque méconnaissable. Seul le bracelet en cuir que je lui avais donné pour son 18e anniversaire, toujours à son poignet, a confirmé que c'était Aiden, mon seul frère. Je l'ai tenu, les larmes tombant sur le drap, et j'ai murmuré « Aiden, je suis désolé.
Je t'ai fait tuer. C'est moi qui aurais dû être là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette pièce. Seulement qu'en sortant, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi était morte avec Hayden. Les policiers attendirent dans le couloir et un homme d'âge mûr s'est présenté comme le détective Miller du département de police de Berkeley. Monsieur Hawkins, nous avons besoin de votre coopération. L'explosion n'était pas un accident. Il y a des signes d'un engin explosif sophistiqué. Ces mots m'ont frappé comme un autre coup de poignard, mais ils ont aussi allumé la colère en moi. La Rolex. Vanessa, sa réaction paniquée. Les pièces ont commencé à s'assembler dans mon esprit, et j'ai su que ce n'était pas un incident aléatoire. Le FBI et l'ATF se sont rapidement impliqués. Ils ont scellé le site, collecté les débris de l'explosion et interrogé des témoins. J'ai rencontré l'agent spécial Connor Cruz, un homme vif aux yeux perçants, au bureau du FBI de San Francisco. « Monsieur Hawkins, dit-il, la voix calme mais résolue. Nous avons trouvé des traces d'un engin explosif incrusté dans la montre Rolex. Elle était conçue pour détonner à l'ouverture de la boîte cadeau. Avez-vous une idée de qui pourrait être derrière cela ? » Je l'ai regardé dans les yeux, la voix tremblant de chagrin et de rage. Vanessa, ma belle-mère. Elle est venue chez moi juste après que j'ai envoyé la montre à Hayden. Elle a paniqué quand elle a appris que je l'avais envoyée. L'agent Cruz a pris des notes, son expression devenant plus grave. « Sharpson, nous aurons besoin que vous fournissiez toutes les informations que vous avez sur Vanessa et tous les détails relatifs au cadeau. Avez-vous gardé la boîte ou la carte ?» J'ai hoché la tête, me rappelant que j'avais laissé la carte dans un tiroir de la maison en bois. J'ai promis de l'apporter, et à partir de ce moment, je suis devenue partie prenante de l'enquête. Je ne voulais pas seulement la vérité pour Hayden, je voulais que Vanessa, si elle était effectivement la coupable, paie pour son crime. Dans les jours qui ont suivi, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le FBI. J'ai fourni tout ce que je savais sur Vanessa, son interférence dans Pacific Wave, ses réunions secrètes avec des avocats, et même un email que j'avais trouvé une fois où elle mentionnait la réévaluation des actions de l'entreprise. Je les ai emmenés à la maison en bois, leur remettant la boîte cadeau et la carte. Les experts de l'ATF les ont analysés et ont confirmé que l'explosif avait été fabriqué par un professionnel à l'aide d'un type d'explosif rare, uniquement obtenable par des canaux clandestins. Ils ont retracé la Rolex et ce qu'ils ont découvert m'a glacé le sang. La montre avait été achetée via un compte anonyme sur un marché du web sombre, mais le paiement était lié à un compte bancaire associé à Vanessa. Le FBI a creusé plus profondément, découvrant qu'elle était en contact avec un courtier à Los Angeles ayant un passé de fournisseur d'explosifs aux organisations criminelles. L'agent Cruz m'a convoqué au bureau, me montrant des messages textes décryptés. Dans ceux-ci, Vanessa demandait un cadeau spécial pour résoudre le problème de l'héritage. Son motif est devenu clair. Elle voulait m'éliminer de Pacific Wave, s'assurant que l'héritage de notre père irait à Amber et Hayden. Mais parce que j'avais envoyé la montre à Hayden, son plan s'est retourné contre elle, prenant la vie de son propre fils. Je me suis assis au bureau du FBI, écoutant l'agent Cruz, me sentant comme si j'avais été poignardé une centaine de fois. Vanessa avait l'intention de me tuer, mais elle avait plutôt involontairement tué son propre fils. Cette tragédie n'était pas seulement ma perte, c'était le châtiment le plus cruel pour sa cupidité. J'ai serré les poings, retenant mes larmes, et j'ai demandé « Sera-t-elle arrêtée ?» L'agent Cruz a hoché la tête. « Nous rassemblons suffisamment de preuves pour l'arrêter, mais Monsieur Hawkins, vous devez vous préparer. Cette affaire fera grand bruit. »
Vanessa a été arrêtée 3 jours plus tard à la maison de la Jolla. Je n'étais pas là, mais l'agent Cruz m'a dit qu'elle avait crié, pleuré et essayé de tout nier en étant menottée. Je ne voulais pas faire de mal à Hayden. Je voulais juste protéger mes enfants, a-t-elle crié. Mais personne ne l'a cru. Amber, témoin de sa mère emmenée, s'est effondrée par terre, sanglotant. La nouvelle de l'arrestation s'est rapidement répandue et Pacific Wave est devenu le centre des titres. Explosion à Berkeley. Belle-mère accusée d'avoir comploté pour tuer son beau-fils pour l'héritage. Ont crié les journaux, me donnant la nausée. Pas parce que la vérité était révélée, mais parce que cela me rappelait qu'Hayden était parti à cause de la cupidité de sa propre mère. Vanessa s'est complètement effondrée après son arrestation. Elle a été emmenée dans un hôpital psychiatrique où les médecins lui ont diagnostiqué une grave dépression nerveuse. Elle s'asseyait dans sa chambre, murmurant le nom d'Hayden, pleurant et se blâmant. Je ne lui ai pas rendu visite, non pas parce que je ne voulais pas la confronter, mais parce que je ne pouvais pas lui pardonner. Elle avait pris Hayden, la seule personne que je considérais comme ma vraie famille après mon père. J'espérais seulement qu'elle vivrait avec cette douleur pour le reste de sa vie. Amber, quant à elle, s'est enfoncée dans une profonde dépression. Elle n'était plus la fille délurée exhibant sa vie sur les réseaux sociaux. La pression de la critique publique, les gros titres la qualifiant de fille d'un meurtrier, et la douleur de perdre Hayden l'ont coupée du monde. L'enquête du FBI a innocenté Amber de toute connaissance du plan de sa mère, mais elle a toujours fait face à des interrogatoires de police et à l'ostracisme de ses amis. Je ne l'ai pas vue, mais une fois, elle m'a envoyé un message. « Taylor, je suis désolé. Je ne savais pas que ma mère pouvait être si cruelle. » Je n'ai pas répondu, non pas par colère, mais parce que je n'avais plus la force d'affronter d'autres faux-semblants. Dans les jours qui ont suivi la mort d'Hayden, j'ai vécu comme un fantôme, errant dans la maison en bois sur la colline. Chaque matin, je me promenais jusqu'à la tombe de mon père. Et maintenant, à côté d'elle se trouvait celle d'Hayden. En moins de 8 mois, j'avais perdu les 2 personnes les plus chères à mon cœur. Mon père, qui m'avait appris la résilience, et Hayden, mon petit frère, au sourire pur, le seul que je considérais comme ma vraie famille. Je me tenais là sous les pins, la brise marine portant le sel amer de mes larmes. J'ai déposé un bouquet de fleurs blanches sur la tombe d'Hayden, à côté de la maquette de bateau en bois qu'il chérissait comme un trésor. « Hayden » ai-je murmuré, la voix étranglée. « Je suis désolé, je t'ai laissé te faire tuer. » Les funérailles d'Hayden ont été simples mais dignes, contrairement à la grandeur de celle de mon père. Je ne voulais pas de regards curieux, ni de chuchotements de la part d'étrangers. Seuls quelques-uns des amis proches d'Hayden de Berkeley, quelques employés fidèles de Pacific Wave et moi avons assisté. Je me tenais près de son cercueil, regardant son visage, partiellement reconstruit par le personnel de la morgue, mais incapable de cacher les blessures de l'explosion. J'ai tenu sa main une dernière fois, sentant la froideur de la mort, et j'ai promis que cette tragédie ne se reproduirait plus jamais. Ni Vanessa, ni Amber, ni personne de la maison de la Jolla n'était là. Je ne les avais pas invités et ils n'ont pas osé venir. Peut-être qu'au fond d'eux, ils savaient que leur présence n'aurait fait qu'aggraver la douleur. J'ai choisi d'enterrer Hayden à côté de notre père, sur la colline, surplombant l'océan Pacifique. C'était l'endroit préféré de mon père, où il avait dit un jour que la mer nous apprenait à affronter ces vagues. J'ai érigé une petite pierre pour Hayden, gravée d'Hayden Hawkins, amoureux de la mer. Alors que les derniers endeuillés s'en allaient, je me suis assis là, entre les 2 tombes, contemplant l'océan.
Le coucher du soleil peignait l'horizon en rouge, et j'imaginais voir les silhouettes de mon père et d'Aiden debout sur un navire, me faisant signe. J'ai pleuré, non pas par faiblesse, mais parce que je savais que je n'entendrais plus jamais leur voix. Jamais partager avec eux des rêves de mère. La vérité sur Vanessa, la Rolex et la mort d'Aiden a révélé une dure leçon. La cupidité peut tout détruire. Vanessa, dans son ambition aveugle de s'emparer de Pacific Wave, n'avait pas seulement brisé sa propre famille, mais avait pris la vie de son propre fils. J'ai pensé aux années pendant lesquelles elle et Amber s'étaient frayé un chemin dans la vie de mon père avec leurs stratagèmes, leurs faux sourires, leurs flatteries et leurs complots secrets. J'ai réalisé que sans sa cupidité, Aiden serait peut-être encore là, m'appelant chaque semaine, parlant des navires qu'il rêvait de concevoir. Mais la cupidité de Vanessa avait tout réduit en cendres, et le prix qu'elle avait payé était une perte irréparable. J'ai décidé de couper tous les liens avec Vanessa et Amber. Ce n'était pas par haine, mais parce que je ne pouvais pas vivre dans un monde régi par la tromperie et la trahison. Vanessa, maintenant dans un hôpital psychiatrique, passerait probablement le reste de sa vie hantée par la culpabilité pour la mort d'Aiden. Amber, bien que non directement impliquée, faisait face aux conséquences des actions de sa mère. Son message est resté dans mon téléphone, mais je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si son remords était sincère ou juste une tentative de sauver sa réputation. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus de place pour elle dans ma vie. Je suis retourné chez Pacific Wave, non pas avec le zèle que j'avais autrefois, mais avec un lourd sens du devoir. L'entreprise était l'héritage de mon père, le rêve que nous avions construit ensemble. Je me suis assis dans son ancien bureau en regardant la montre Seiko qu'il avait laissée sur le bureau. J'avais l'impression qu'il veillait encore sur moi. J'ai continué à gérer Pacific Wave, négociant de nouveaux contrats, développant la flotte et assurant que le nom de mon père, Thomas Hawkins, reste un phare dans l'industrie maritime. Mais chaque jour, en retournant à la maison en bois, je portais une blessure qui ne guérirait jamais. Chaque fois que je regardais la mer, je voyais Aiden, le garçon aux yeux brillants et aux grands rêves, et mon cœur me faisait mal. J'ai commencé à écrire un journal documentant les souvenirs de mon père et d'Aiden. Non pas pour les oublier, mais pour les garder vivants en moi. J'ai écrit sur les vieux trajets en camion avec mon père, les soirées sur le balcon avec Aiden, sa façon de rire en parlant de son rêve de devenir capitaine de navire. Je voulais que les futures générations de Pacific Wave, si jamais je leur transmettais l'entreprise, sachent qu'elle avait été construite sur l'amour et la détermination, pas sur la cupidité ou la tromperie. J'ai également créé un fonds de bourse d'études au nom d'Aiden, pour les étudiants poursuivant le génie maritime. C'était ma façon de tenir ma promesse envers lui, de le soutenir même s'il n'était plus là. Mon histoire se termine dans l'écho de la tragédie, mais aussi avec une leçon que j'ai apprise à travers la perte. L'ambition aveugle peut tout détruire, mais la vraie famille, l'amour que mon père avait pour moi, le lien entre moi et Aiden, est le bien le plus précieux. Je me tenais sur la colline entre leurs tombes et leur ai dit « Je continuerai pour vous deux. Je ne laisserai pas la cupidité gagner. » La brise marine portait le son des vagues, comme si mon père et Aiden me répondaient. Et je savais que, quelle que soit la grandeur de la douleur, je n'abandonnerais jamais.